Bonjour à vous qui vous joignez à nous en différé. Cette conférence vous est présentée par la chaire Religion, spiritualité et santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire. Après un mot d'introduction de la professeure Hélène Champagne, titulaire de la chaire, vous entendrez la professeure Florence Pache-Guignard pour une conférence d'une cinquantaine de minutes intitulée 50 ans de naissance sans violence, influences spirituelles et religieuses dans la vie et l'œuvre de Frédéric Le Boyer. La conférence sera suivie d'une courte période d'échange avec l'auditoire. Frédéric Le Boyer est connu comme le promoteur de la naissance sans violence. À partir des années 1960, cet obstétricien séjourne régulièrement en Inde et devient l'un des disciples français d'un maître spirituel hindou. Il y fera aussi des rencontres significatives qui influenceront son parcours de vie et son rapport à sa profession de médecin. En 1974, année de la mort de son maître spirituel, Le Boyer publie son premier livre et quitte l'ordre des médecins pour se consacrer, hors du champ strictement médical, à la transmission de ses idées sur la naissance, alors à contre-courant. À partir d'une restitution du parcours de vie de Le Boyer et des influences sur celui-ci, notre conférencière nous invite à explorer comment le cheminement de l'accoucheur devenu poète peut nous inspirer à considérer aujourd'hui la place de la spiritualité et des religions dans l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement, à l'intérieur ou à l'extérieur des institutions médicales. Je cède maintenant la parole à la professeure Hélène Champagne. Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes ici présentes, aux personnes en ligne. Je suis très heureuse de vous présenter ma collègue Florence Pache-Guignard, qui travaille sur des sujets à l'intersection des religions et des spiritualités, avec l'histoire des femmes, le genre, la corporalité, le rituel, les médias, les technologies, la culture matérielle. Ces approches sont souvent interdisciplinaires et comparatistes. Ses travaux les plus récents portent sur divers aspects de la maternité en contexte religieux et sur la santé des femmes. Ses domaines de spécialisation comprennent également les traditions religieuses de l'Asie du Sud. Je vous laisse la parole. Alors, je vais partager mon écran pour que les personnes en ligne puissent le voir. Je vais le mettre en plein écran. On va commencer par remercier Hélène Champagne et la chaire pour cette invitation et aussi merci à Joanne pour la gestion de toute la logistique. Et je suis d'autant plus honorée d'être invitée parce que je ne suis pas théologienne, je ne suis pas une spécialiste en bioéthique et je me sens comme obligée de débuter en décrivant ma perspective, ma positionnalité par rapport à ce sujet dont je vais traiter aujourd'hui. Alors, pour commencer, le titre exact, oui, ça devrait être 49 ans de naissance sans violence parce que nous fêterons l'année prochaine. Voilà, j'ai un peu arrondi la publication de l'ouvrage qui a fait connaître Frédéric Le Boyer comme le promoteur de la naissance sans violence. Très brièvement, j'en dirai beaucoup plus après, mais pour le situer, il est né en 1918 dans une famille juive à Paris. La Deuxième Guerre mondiale éclate alors qu'il vient à peine de terminer ses études en médecine. Par la suite, il va devenir un obstétricien renommé à Paris. Et à partir des années 60, à la suite d'un épuisement professionnel, il séjourne en Inde et là, au Bengale, il devient un des disciples d'un maître spirituel hindou nommé Swami Prajnapada. Il fera aussi en Inde des rencontres significatives avec des hommes et des femmes qui influenceront son parcours de vie et son rapport à sa profession de médecin. En 1974, c'est donc l'année de la mort de son maître spirituel, Le Boyer publie son premier livre, Pour une naissance sans violence, et il quitte l'ordre des médecins. Dès lors, en dehors de ce champ vraiment médical, il va se consacrer à la transmission de ses idées sur la naissance qui vont alors à contre-courant de ce qui est pensé, imposé, pratiqué en salle d'accouchement. Et bien sûr, j'en dirai plus. Alors aujourd'hui, je vais d'abord situer cette recherche, dire en quoi l'étude de ce parcours de vie de Le Boyer pourrait intéresser des personnes en dehors de l'histoire des religions. Ensuite, je donnerai un aperçu de son parcours et je parlerai de sa rencontre avec l'Inde via des figures maternelles. Une chèvre et trois femmes. Et vers la fin, on aura même aussi des déesses
dans des remarques conclusives. Puis après ça, il y aura du temps pour les questions. Alors, je sais que je m'adresse à une audience variée qui n'est pas forcément spécialiste des sciences des religions, des traditions de l'Inde ou des études sur la maternité, les 3 domaines à l'intersection desquels j'inscris mon travail de chercheuse. Alors, je vais expliquer en préambule comment je me situe et puis vous suggérer, je vais vous laisser en fait deviner en quoi ce que je présente ici pourrait être utile à des personnes qui œuvrent dans des milieux de pratique en santé et puis qui veulent réfléchir à l'apport des religions et spiritualités ou bien au contraire aux défis que tout ceci va poser dans leur milieu. À partir d'une restitution de son parcours de vie, qui sera très sommaire, de Le Boyer et des influences sur celui-ci, j'aimerais demander donc en quoi tout ceci peut nous inspirer à considérer aujourd'hui la place de la spiritualité des religions dans l'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement, à l'intérieur, aux marges ou à l'extérieur des institutions médicales mais aussi religieuses. Alors pour ce faire, et avant de vous parler de la trajectoire biographique de Le Boyer, je fais un petit détour, je vais mobiliser des concepts, dont plusieurs que j'emprunte à la sociologue américaine Barbara Katz-Rothman, qui a beaucoup publié sur l'accouchement en Occident, aux États-Unis en particulier, et du point de vue, bien sûr, des sciences humaines et sociales. Elle est connue pour Recreating Motherhood, ou bien In Labor, Women and Power in the Birthplace, et bien d'autres ouvrages. Mais aujourd'hui, je veux mobiliser des notions de son tout dernier ouvrage, dont la traduction du titre serait « L'Empire biomédical, leçons apprises de la pandémie de Covid-19 », paru aux presses de l'Université de Stanford en 2021. La dernière fois, après la conférence de notre collègue Corinne Boulabrec, en annonçant ma conférence, Joanne Essar a très justement fait remarquer que je m'occupe de l'autre côté de la vie, de l'autre porte, de ce qui nous préoccupe, enfin ce qui préoccupe, je suppose, beaucoup de gens qui gravitent autour de cette chaire, à savoir non pas l'arrivée à la mort, avec plus ou moins de souffrance et de dignité de la personne, mais plutôt l'entrée effective dans la vie, à savoir l'accouchement du point de vue de la mère ou la naissance du point de vue du bébé. Et nous verrons que Le Boyer insiste vraiment beaucoup sur ce dernier, donc sur le nouveau-né. Katz-Rothman invite à la réflexion sur ces portes de la vie, gates of life. En parallèle, naissance et décès. Et elle demande comment le monde médical gère tout ceci. Alors, je vous laisse lire les citations que j'ai pris la peine de traduire, mais ce n'est pas indispensable de tout lire. Pour ma part, je vous invite à voir comment, autour de la douleur qui peut devenir souffrance et autour de la question de la dignité, comment il y a de nombreux parallèles dans les questions que l'on peut poser. Comment accompagner, y compris du point de vue religieux, spirituel ou rituel, l'arrivée dans ou le départ de la présente vie. Bien évidemment, je ne suis pas la première à poser la question, y compris au Québec. Il y a par exemple le groupe interdisciplinaire SPIN, Spiritualité et Naissance, sur la spiritualité des parents lors de la naissance de l'enfant. Donc ça, c'était basé à Sherbrooke, et ils ont souligné par exemple le vide spirituel paradoxal en salle de naissance. C'était dans un article déjà de 2012. Alors, moi, je ne vais pas donner des réponses à ces questions-là, je pense que ce n'est pas mon rôle, ma position, mais je vous invite à lire Le Boyer pour vous-même et à trouver des pistes peut-être dans ce qu'il propose. Donc, l'autre concept, au-delà des portes de la vie, que je vous invite à garder en tête pendant ma présentation, c'est celui de l'empire ou l'impérialisme biomédical et son aspect industriel. Katz-Rothman considère les multiples façons dont la médecine, et par là il entend la biomédecine occidentale, a non pas seulement déplacé, mais remplacé la religion dans la gestion, le management de ce qui se passe quand on meurt et quand on est ou qu'on donne naissance. Bien sûr, ce n'est pas la première non plus, ni la seule à le dire. D'autres chercheurs en études rituelles comme Ron Grimes ou en études féministes, il y en a plein, l'ont aussi dit pour dénoncer la survalorisation de l'autorité médicale. Au fil des années, Frédéric Le Boyer s'est révélé comme l'une des voix contre certains travers, certaines exagérations, et l'une des voix pour la réhumanisation de la naissance. Et voici enfin un troisième élément que je mobilise de Katz-Rothman qui va nous amener à votre sujet. Là non plus, pas besoin de tout lire, parce que je vais paraphraser la sociologue. Elle insiste sur le rôle de la communauté dans l'accompagnement humain de la naissance et de la mort. Elle parle de connaissances perdues dans cet accompagnement, mais qu'on pourrait regagner et peut-être réinjecter dans le système médical. Elle nous invite à imaginer 2 enfants qui, sur le chemin de l'école, trouvent un oiseau à terre avec une aile cassée.
L'un s'arrête pour ramasser l'oiseau, retourne à la maison, appeler ses parents pour dire qu'ils doivent l'aider à prendre soin de l'oiseau. L'autre enfant dit, bah, c'est triste, mais il y a un examen de maths important à l'école ce jour-là, alors il va à l'école. Katz Rothman nous demande, lequel de ces enfants, à votre avis, va faire des études en médecine? Katz Rothman écrit, et là je la traduis. Une partie de la médecine est absolument liée à la science, à ces trucs d'intello. Et nous avons besoin que certains enfants se consacrent à cela pour que la médecine puisse faire du bien. Mais nous devons aussi valoriser l'autre enfant, celui qui se soucie des autres, qui veut aider. Alors, en lisant ce passage, je me suis demandé comment aurait réagi Frédéric Le Boyer, enfant, devant un oiseau à l'aile cassée. Moi, je pense qu'il serait allé à l'école pour faire son test de mathématiques, parce qu'il était un bon élève, apparemment. Mais je pense aussi que des années plus tard, après ses séjours en Inde et sa transformation radicale, l'enfant intérieur de Frédéric, si je peux le dire ainsi, peut-être bien qu'il aurait ramassé l'oiseau à l'aile cassée. Et on verra plus tard dans cette conférence comment une chèvre en train de mettre bas a servi de maître spirituel à Le Boyer, qui a beaucoup changé donc. Il me reste encore à me situer par rapport au sujet. J'ai lu pour Une naissance sans violence en 2009, j'étais alors doctorante et enceinte. Je découvrais l'ouvrage et je ne savais absolument rien de son auteur. Cette lecture et celle d'autres auteurs aussi mobilisés dans les cercles que je fréquentais alors m'a conduite à faire, en toute conscience, libre et bien informée, mes propres choix pour mon accouchement l'année suivante en 2010. Donc rassurez-vous, je ne vais rien en dire ici. Au fil des ans, mon expérience, tout ceci, mon expérience m'a amenée à réorienter mes thèmes de recherche autour des questions de maternité. En effet, avant de devenir mère, malgré mon intérêt pour l'histoire religieuse des femmes et son étude au prisme du genre appelons ici donc une catégorie critique d'analyse, j'avais aucun intérêt intellectuel pour la maternité et encore moins pour la grossesse ou l'accouchement. Et bien entendu, je n'avais absolument aucune idée de ce qui suivait. Alors, la maternité, c'est l'affaire inachevée du féminisme, comme l'écrit la chercheuse canadienne Andrea O'Reilly, contributrice majeure aux Motherhood Studies, qui reste sous-développée en francophonie. Bon, le Québec fait peut-être exception à cela. La maternité ne se limite pas à l'accouchement, bien sûr. On le sait quand on étudie les religions où on découvre toutes sortes de maternités spirituelles. Donc, c'est mon devenir mère qui m'a amenée au féminisme, aux perspectives du féminisme matricentrique en tant que chercheuse qui s'intéresse aussi aux religions de l'Asie du Sud. Et c'est ce croisement d'intérêts qui a fait que je suis retombée sur Le Boyer des années plus tard en voyant son nom figurer conjointement avec celui du Swami Prajnanpad sur plusieurs ouvrages. 10 ans plus tôt, j'ignorais totalement cet aspect indien de son parcours, je n'y avais prêté aucune attention, mais là, le nom, Swami Prajnanpad, ça m'a comme interloqué. Et une recherche rapide m'a conduite à conclure que oui, Le Boyer avait séjourné en Inde plusieurs fois, et là, il y avait quelque chose à creuser par rapport à son rapport aux cultures, religions, philosophie, spiritualité de l'Inde. Et puis, je me suis dit que j'étais bien placée pour démêler tout ceci, vu mon parcours, mes intérêts de recherche. Toutefois, l'expérience et le vécu personnel, même s'ils peuvent nous orienter au sens où l'entend Sarah Ahmed, par exemple, nous orienter vers un sujet de recherche, ne suffisent pas à eux seuls à fonder une recherche scientifique en contexte académique, recherche qui se situe ici en histoire des religions. Donc, il faut débuter avec une solide revue de littérature. Celle-ci, elle est double dans le cadre de Le Boyer. Bon, faute de temps, je vous ai parlé des détails. Je vous renvoie, ainsi que pour d'autres références que je n'aurai pas le temps de mentionner, à 2 textes déjà parus sur ce sujet. J'ai donc un chapitre en anglais, un long article dans une revue à comité de lecture, tous deux en libre accès, l'article est en français. Donc, premièrement, dans cette revue de littérature, il y a un examen d'ouvrages et d'articles qui traitent des contacts et des rencontres entre l'Inde et l'Occident. Et ça nous amène au constat que la plupart des chercheurs et chercheuses qui s'aventurent dans de la micro-histoire, ceux qui se concentrent sur les trajectoires biographiques individuelles, ils se préoccupent des explorateurs, des marchands, des missionnaires, des soldats, des administrateurs, du personnel colonial. Mais les médecins, ils sont rarement traités comme tels. Et pourtant, il y a des exemples, même dans le monde francophone, auxquels on peut penser. François Bernier, au XVIIe siècle, médecin à la cour impériale du Grand Mogol, ou encore Jean Filiosa, ophtalmologue de formation, qui tenait au Collège de France une chaire en langue et littérature indienne.
Donc, dans les travaux sur l'histoire des contacts, le Boyer, il est jamais mentionné, mais le nom de deux hommes qui ont été les disciples du même maître spirituel sont parfois cités. D'une part, Arnaud Desjardins, qui a largement contribué à transmettre la pensée du Swami, y compris jusqu'au Québec, et d'autre part, Daniel Roumanoff, qui, sur la base de sa thèse de doctorat, a publié un très riche portrait du Swami Prajnapada. Et c'est lui qui a édité les lettres et conversations entre le Swami et ses disciples. Ensuite, de l'autre côté de la revue de littérature, le Boyer est abondamment mentionné dans les travaux en histoire de la médecine, histoire de la gynécologie et de l'obstétrique. Et il est reconnu comme le promoteur de la naissance sans violence, à ne pas confondre avec accouchement sans douleur ou accouchement dans l'eau ou autre. Donc un exemple très rapidement, dans l'ouvrage de l'historienne québécoise André Rivard sur la naissance au Québec, le Boyer est mentionné dans son chapitre sur la montée de la contestation concernant les conditions de la naissance. Et vous le voyez ici, le déroulé du chapitre de Rivard. Dans les travaux qui le mentionnent, et dont certains font parfois allusion aux controverses dont le Boyer a fait l'objet, eh bien, ces séjours en Inde, ils sont rapidement mis de côté, passés sous silence, ou bien des fois c'est juste une note de bas de page. Donc apparemment, la partie indienne de son parcours, et même en fait sa biographie, sa vie en général, n'a pas intéressé grand monde. On connaît l'œuvre, on connaît les idées, mais on en sait peu sur cet homme qui était, d'ailleurs, de son vivant, il était peu enclin à se raconter. Ainsi s'est dégagée une série de questions de recherche sur son vécu en Inde, sur l'influence de ceci sur son œuvre, qui offre des dimensions spirituelles assez évidentes. Alors, je ne vais pas faire une démonstration ici, faute de temps, mais je vais faire circuler dans la salle des ouvrages que j'ai amenés avec moi. Et mon co-chercheur peut venir le prendre et les faire circuler. Voilà, merci. Vous pouvez les regarder comme ça, et là, à l'écran, vous avez juste des extraits. Donc, même sans regarder le texte, on voit bien qu'il y a au moins l'imagerie religieuse qui est mobilisée. Donc, la première formulation du projet de recherche était la suivante, projetée ici, je vous laisse la lire. Et en effet, avant d'entamer une lecture plus systématique des textes, je n'avais pas encore pris conscience de l'influence de 3 femmes en particulier sur son œuvre. Et c'est justement une posture féministe qui m'a fait aller au-delà de l'influence centrale et évidente, celle du Swami. Et aujourd'hui, j'en dirai peu sur le Swami, mais je vais essayer de me concentrer plutôt sur ces 3 femmes et sur un moment marquant de son évolution en tant que médecin, une sorte de révélation, de chamboulement complet, où le Boyer comprend quelque chose, puis par rapport à ceci, réoriente sa perspective et sa pratique. C'est ici aussi qu'il me faut mentionner le soutien financier accordé par le Fonds cardinal Maurice Roy, interne à l'Université Laval, à cette recherche, soutien qui m'a permis d'engager des auxiliaires efficaces pour cette recherche, que je remercie encore une fois. Alors, j'ai aucun autre financement, ni conflit, ni lien d'intérêt à déclarer, donc je n'ai pas un mandat non plus à écrire une hagiographie. Et puis, je dois préciser encore ici que je ne l'ai jamais rencontré en personne de son vivant. Alors, comment on fait l'étude d'une personne décédée en 2017, donc il y a peu de temps? Je vais dire quelques mots sur ma méthodologie. Merci pour votre patience avec mon très long préambule. Tout d'abord, j'ai pu lire, et n'importe qui pourrait aller lire, tout ce qu'il a publié. Et voici une liste que vous trouvez dans les références des articles. Et puis, ça ne comprend même pas les traductions. Là, vous voyez sur l'image, certains livres ont été traduits dans plusieurs langues. Donc, j'ai divisé ce matériel textuel en 2 parties. D'une part, il y a ce qu'il a écrit sur la naissance, sur les mères. Et là, j'ai repéré ce qu'il disait ou ce qui avait des connotations spirituelles ou religieuses. Par exemple, des citations du philosophe indien Shankaracharya, ou du Bouddha, ou du livre de Job, et ainsi de suite. D'autre part, il y a ses ouvrages portant sur le développement personnel et la spiritualité, ainsi que son portrait du maître spirituel. Et là, ce sont des conversations entre le Swami et lui. Ou bien ce sont des lettres. Et là, j'ai aussi trouvé des allusions à Frédéric Le Boyer dans les textes qui concernent d'autres disciples français. Dans ces textes-là, j'ai trouvé quelques passages où il est question de son métier d'accoucheur. C'est ces termes, accoucheur. Voici un exemple. En 1963, il dit « Dans ma profession, parce qu'un accouchement, ce n'est pas quelque chose d'agréable à regarder, urine, excréments, nous n'y faisons plus attention, on ne le voit plus.
Ce qui est laid et ce qui est beau est en fait la même chose. Tu dois donc essayer de trouver dans cette laideur quelque chose de bien. Donc ça fait écho à ce que vient de lui raconter son maître spirituel. Au matériel textuel s'ajoutent ces films et ces photographies qui illustrent les ouvrages, comme celui-là qui circule dans la salle. J'ai aussi basé ma reconstitution sur des notices funéraires publiées en 2017, plus rapidement et bien plus nombreuses en anglais et à l'international qu'en français, ce qui montre bien l'absence de reconnaissance qu'il avait en France, où les pratiques qu'il mettait en avant suscitent encore aujourd'hui une grande réticence de la part du milieu médical. Il y a aussi des documents d'archives et des médias de l'époque qui le mentionnent et qui est utile pour comprendre les critiques dont il a fait objet. Peut-être qu'il y en a d'autres, y compris des fonds privés, dont je n'aurais pas encore eu vent. Donc, vous comprenez que mon corpus n'est encore pas tout à fait scellé. En plus de tout ceci, et au cœur de ma recherche, j'ai conduit à l'été 2022 des entretiens semi-structurés avec 6 personnes qui l'ont très bien connu de son vivant. J'ai aussi consulté des experts sur l'histoire de la naissance. Et finalement, il y a une autobiographie qui est parue cette année, dont j'ai réussi à intégrer certains éléments dans mes publications et dans cette conférence. C'est tout frais, ça date de la fin du printemps. Donc, merci pour votre patience avec ce long préambule. On arrive maintenant à ce que j'ai pu retracer de son parcours biographique. Donc, Le Boyer est né Alfred Lazare Lévy dans une famille juive issue de la bourgeoisie alsacienne, installée à Paris, où le père, Henri, a installé son entreprise. Le père est décédé en 1935. Sa mère, Judith Neweiler, est artiste et elle donne naissance à son premier fils le 1er novembre 1918. Et dans les mots de Le Boyer, c'était une naissance atroce. Post-terme, au forceps, pas d'anesthésie bien entendu. C'est 10 jours avant l'armistice, le traité marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Et Le Boyer est décédé en 2017 en Suisse à l'âge de 98 ans. Donc il a eu une longue vie. Et à ce propos, parce qu'on parle de nouveau des portes de la vie et de la mort, je fais une pause pour une autre citation tirée d'une conversation enregistrée aussi en 63. Donc là, il a 45 ans. 45 ans, il dit au maître spirituel, il dit aux familles, j'ai le sentiment fort que je ne deviendrai jamais vieux. Et il n'est même pas au milieu de sa vie. Mais bien sûr qu'à ce moment-là, il ne le sait pas. Selon son autobiographie, sa famille n'était pas extrêmement pieuse, mais elle observait les fêtes et les Shabbats. Alfred a un frère cadet, né en 1920, qui après la guerre sera connu sous le nom de Maurice Lévy-Le Boyer, professeur d'économie. Durant son enfance, Alfred se faisait déjà appeler Frédéric, un autre prénom qu'il préférait, ou simplement Fred ou Freddy, un nom utilisé plus tard avec le maître spirituel. Donc il a terminé ses études de médecine à l'Université de Paris lorsque commence la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'a pas vraiment pu valider son diplôme tout de suite par un stage. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais nous savons que la guerre a tendance à perturber de nombreux systèmes. Donc, quoi qu'il en soit, au début de la guerre, en tant qu'homme, jeune et valide, il doit servir comme soldat dans les troupes médicales. Après que la France est vaincue et occupée, il est démobilisé. Afin d'échapper aux persécutions et à la déportation des Juifs, aux camps de concentration et d'extermination, il change son nom de famille de Lévy en Le Boyer. Et il fabrique des fausses cartes d'identité pour lui, son frère et leur mère. Il s'installe dans la partie dite libre de la France et à un moment donné, il apprend qu'à Vendôme, le bâtiment qui abritant toutes les archives, le bâtiment à Vendôme a été détruit à cause de la guerre et il va donc déclarer que l'origine de sa famille est là-bas. Ainsi, personne ne pourra aller vérifier ça. Avec son frère, Le Boyer participe activement, mais évidemment avec la plus grande discrétion, à la résistance contre l'occupation de la France par les nazis. Et ce subterfuge du changement de nom leur sauve la vie, et il va garder ce nom, Le Boyer, même après la guerre, comme seul nom de famille. Après la guerre, il travaille comme médecin dans les camps de réfugiés, en Italie, en Allemagne, en Grèce, et finalement, il revient en France pour compléter sa formation avec des internats. Au fil des ans, il se spécialise dans l'obstétrique à une époque où la plupart des femmes qui accouchent le font alors dans un cadre médicalisé en France. Non seulement Le Boyer est un obstétricien de talent, mais il réussit à soulager la douleur des parturientes en utilisant des techniques habituelles à l'époque, notamment une forme d'anesthésie qui est administrée en fait juste avant l'expulsion du bébé.
Vers 40 ans, là on est à la fin des années 50, il est chef à la tête de sa propre clinique, très réputée pour les accouchements, qu'au soudain, il fait ce qu'il décrit dans son autobiographie par les mots, il utilise les mots en anglais, nervous breakdown. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out, c'est-à-dire un épuisement professionnel. Hein, déjà à l'époque, il y a des médecins qui partent en burn-out. Un de ses amis, aussi médecin, lui ordonne de se reposer, sinon il lui dit qu'il va mourir. Bon, alors à peu près, il doit se changer les idées, là, il doit vraiment faire autre chose. Donc à peu près au même moment, en 59, l'occasion se présente d'accompagner un ami très cher, Robert Godet, en Inde, à bord de son avion privé. Alors ce voyage est assez mouvementé, je ne vais pas dans les détails, mais tout compte fait, pour finir, le Boyer, il a bien aimé l'Inde et puis il aimerait y retourner. C'est en fait lors d'un second voyage, en 62, qu'il rencontre pour la première fois le Swami. Le Boyer accompagne Arnaud Desjardins, sa femme Denise Desjardins et leur très jeune fille. Cette fois-ci, ils partent de Paris en voiture, ils se rendent jusqu'en Inde, en passant par l'Afghanistan et le Pakistan. Hein, ce qui paraît complètement déraisonnable aujourd'hui, mais c'était une autre époque. Et pour vous remettre, évidemment c'est bien bref, le contexte politique et culturel de ces années-là, j'ai tenté une diapositive avec quelques éléments clés. Bon, bien sûr, c'est très insuffisant, mais il faut rappeler déjà que c'est une période particulière, c'est les dites 30 glorieuses d'après-guerre. Et je pense que ce n'est pas évident pour les personnes de ma génération et celles qui suivent de se représenter une période avec une telle prospérité économique, globalement vraiment beaucoup d'optimisme. Et oui, vraiment, on assiste à la montée de la contre-culture, une contestation de l'autorité, hein, l'autorité non seulement ce qui en reste à l'Église, mais aussi, dans le domaine qui nous concerne ici, un questionnement de l'autorité médicale sur le corps des femmes. En France, on a eu 68, des manifestations, l'arrivée de la pilule, et une génération qui, en tout cas à l'époque, se croit en révolution sexuelle. Hein. Il y a le dit amour libre. Je ne vais pas en parler trop ici, mais je pense qu'on n'a pas fini du point de vue féministe aussi de jeter un regard critique sur cette période, peut-être parce qu'elle est encore trop proche de nous. On a dans ce contexte, surtout aux États-Unis, les hippies, on a dans les deux cas, en Europe, aux États-Unis, un nombre croissant de personnes qui partent en Inde pour une recherche d'ordre spirituel. Je précise que ce n'est pas le cas de Le Boyer, mais que ça correspond à la situation de plusieurs de ses compagnons de voyage. Donc au début des années 60, ils sont encore plutôt parmi les précurseurs. Hein, par exemple, c'est seulement en 1968 que les Beatles vont à Rishikesh auprès du Maharishi Mahesh Yogi pour faire du yoga et de la méditation. Là, on est au tout début. Je reviens aux Desjardins. Donc après leur arrivée en Inde, les Desjardins et Le Boyer se séparent. Le Boyer les rejoindra ensuite à l'ashram de Mahanandamoyi. Donc un ashram, c'est un lieu, un centre spirituel, généralement organisé autour d'un maître qui dispense un enseignement et dans lequel les disciples peuvent séjourner de façon temporaire ou plus pérenne. Le Boyer, lui, il n'est pas du tout attiré par le type de spiritualité dévotionnelle qu'il voit autour de Mahanandamoyi. En fait, il est très critique de tout ce qui est religieux et il va rester très critique jusqu'à la fin de ses jours. Le Boyer repart alors pour un autre ashram à Channa, au Bengale, et le nom de ce Swami Prajnanpa, lui a été donné par un autre Français, Daniel Romanov qui est en fait le tout premier disciple du Swami. Et là-bas, il va vivre une expérience transformatrice, ou tout du moins ses prémices. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'ashram? Je ne peux pas répondre ici en détail, mais je mentionne que les disciples français utilisent deux mots pour décrire le type d'activité, de séance que les disciples avaient avec le Swami. Et ce dernier place ses étudiants dans certains types d'expériences. L'un des types de séances était appelé lying, non pas parce qu'il raconte des mensonges, to lie, mais parce que ça se pratique en position allongée, lying down. Et le processus produit une sorte de déversement d'émotions refoulées. L'autre type de séance que le Boyer préférait était appelé sittings, où une disciple et le Swami sont assis dans une conversation presque socratique. La communication se faisait en anglais parce que le Swami parlait plusieurs langues indiennes et l'anglais, mais pas le français, et les disciples de France, ils ne parlaient pas le bengali. Les entretiens que j'ai menés à l'été 2022 ont confirmé que le Boyer a été le premier à apporter un enregistreur à l'ashram à l'époque où on n'avait pas ça, on n'avait pas la même technologie qu'aujourd'hui. Donc c'est grâce à son enregistreur qu'on a les enregistrements.
À la mort du Swami en 1974, Daniel Roumanoff a réuni les disciples indiens et français à Kolkata dans un grand hôtel où il avait loué une photocopieuse. Et ceux qui souhaitaient ont alors partagé leurs lettres. Roumanoff a réuni, édité, traduit vers le français et publié ses lettres, et il a également transcrit par la suite les enregistrements. Et après la mort de Daniel Roumanoff, sa veuve, Madame Colette Roumanoff, poursuit ce travail remarquable en tant qu'éditrice intellectuelle et traductrice, et j'ai eu la chance de l'interviewer à Paris l'année dernière. Voilà encore quelques images. Alors, en m'attardant maintenant sur des épisodes particuliers, je vais présenter la suite de son parcours et des personnages importants, en plus du Swami, qui reste une influence centrale dans sa vie. Et dans la seconde partie de sa vie, celle où il va quitter l'exercice de l'obstétrique en milieu médical. Et c'est là qu'intervient la chèvre qui lui donne 2 leçons. Donc, je m'attarde ici sur un épisode qu'il relate dans son autobiographie. Vous avez un extrait sur la diapositive, je ne vais pas tout lire. Donc, ceci se passe alors que le boyer se trouve à Tchana, tout à la fin de ses séjours chez Swamiji. Et il précise qu'il n'avait éprouvé aucun éclair ni tonnerre intérieur. Les 1000 soleils dont parlent les grands initiés ne lui sont pas apparus. Baste, il faut savoir être modeste et se contenter de son lot, écrit-il. Alors un jour, près de l'ashram, il voit une chèvre, apparemment mal en point, blessée par un chien ou avec une patte cassée. Là, je le cite. M'approchant, je constate l'abdomen énorme de l'animal en passe de mettre bas, et c'est de toute évidence une rude besogne. Mon sang de médecin ne fait qu'un tour, et je m'empresse de lui porter secours. Permettez-moi de me présenter, docteur Le Boyer, de la faculté de médecine de Paris. C'est le ciel qui m'envoie pour... La vérité me saute à la figure, car la chèvre n'a absolument pas besoin de docteur. Pour ne pas l'apeurer, je m'éloigne. Son instinct lui avait dicté de se choisir un coin à l'écart afin d'affronter la naissance. Il écrit ensuite, chose essentielle, le caprin était si évidemment capable d'accoucher sans moi que j'ai dû reconnaître que j'avais pendant toutes ces années volé aux femmes leur accouchement. J'ose le dire, ce matin-là, tout a basculé. J'ai pu en un instant mesurer l'étendue de ma sottise. Je jouais avec leur peur que nous autres accoucheurs ne faisons qu'intensifier. Après ça, dans le chapitre, il continue à décrire le discours de peur, ce qu'il appelle, lui, la mentalité des accoucheurs dont il fait partie. Puis ensuite, il demande « Qu'y a-t-il de plus grisant que de jouer ainsi à Dieu le Père ? Si j'ai eu le courage et la lucidité d'y renoncer, eh bien, c'est à cette chèvre que je le dois, et à Swamiji qui me l'a fait rencontrer. » Donc à ce moment-là, il commence à écrire pour une naissance sans violence. Il demande au Swami de lire un premier brouillon en anglais. Le Swami refuse. Après, le boyer incite. Finalement, le Swami accepte et lui dit de mettre dans un tiroir et de l'oublier pendant 3 mois, puis d'y revenir. Ce que va faire le boyer, il y revient. Et finalement, il va publier l'ouvrage Au seuil avant la mort du Swami. Donc, 1974, 3 événements majeurs arrivent. D'abord, la publication du livre, ensuite le décès du maître, et aussi le fait que le boyer quitte l'ordre des médecins. J'insiste, c'est lui qui démissionne. Il ne s'est pas fait radier. Cette démission intervient à la suite de très vives critiques contre son livre et ses idées. Et maintenant, je vais montrer une image qui est peut-être difficile à regarder, tirée de Pour une naissance sans violence. Elle rappelle aussi un petit peu celle qui illustre la couverture du livre de l'historienne Rivard que j'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est ceci que le boyer dénonce. La violence, de sa perspective, faite au nouveau-né, qu'on tient à l'envers après avoir très vite coupé le cordon ombilical. On lui a fait une tape sur les fesses pour le forcer à pleurer, à crier et donc se mettre à respirer. On l'éloigne de sa mère, on lui fait passer toutes sortes d'examens. Mais alors, que préconise-t-il à la place? On peut le résumer ainsi. Gardant en tête donc l'une des leçons de la chèvre, not to meddle, ne pas intervenir quand c'est possible. Le boyer préconise que le moins de personnes possibles soient présentes et qu'elles soient le moins actives possible, sauf, bien entendu, si c'est nécessaire. Il faut éviter de trop parler, de déranger la parturiente hors de son processus. Il préconise d'accoucher dans un lieu calme, bien chauffé, à la lumière tamisée, et non pas dans une salle froide avec un puissant éclairage. Enfin, il préconise d'attendre avant de couper le cordon et de poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère. Les examens peuvent attendre.
Et puis après, il va donner au bébé un bain à la même température que celle du corps maternel, non pas pour le nettoyer ou le purifier, mais pour faciliter la transition entre l'utérus, qui est donc un milieu aquatique, et son nouvel environnement. Tout ceci, évidemment, c'est très proche de ce qu'on appelle la pratique sage-femme. Et à l'époque, c'est assez mal reçu par le milieu médical d'une part et par certaines féministes d'autre part, car l'un des reproches faits à Le Boyer est qu'il ne va s'intéresser qu'au nouveau-né. Nouveau-né sujet et non pas objet, central pour lui, oubliant la femme qui accouche. Et oui, c'est vrai certainement au moment où il publie Pour une naissance sans violence, mais je crois, après l'avoir lu, que par la suite, il va évidemment aussi accorder plus d'attention aux femmes. Donc, comme le temps file, je vais passer à la suite, c'est-à-dire à la mention de 3 femmes de l'Inde, et peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs aussi, hein, qui ont eu un grand impact sur sa vie et son œuvre. Je les présente ici, non pas dans l'ordre chronologique de leur rencontre, mais dans la correspondance pour chacune avec un moment particulier et une pratique dont Le Boyer se fait le transmetteur culturel de l'Inde vers la France, puis vers le monde. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je peux y revenir dans la discussion. Donc, et là, vous voyez donc les prénoms, le moment auquel ça correspond, la pratique, la date de publication et une image du livre ou de l'œuvre. Alors, le premier moment, c'est celui de la grossesse, et la première pratique, c'est le yoga. La figure correspondante, c'est celle de Vanita. Le Boyer a pratiqué le yoga pendant des années. Il est disciple de Iyengar et à Paris, disciple de Sri Mahalingappa Gatradhyal Mahesh. Et lui-même, il a aussi été enseignant de yoga. Dans Cette lumière d'où vient l'enfant, 78, il photographie Vanita, la fille d'Iyengar, à Pune, donc c'est en Inde, à son 8e mois de grossesse, en train de faire les postures yogiques. Par manque de temps, je vais souligner ici simplement à quel point ceci était révolutionnaire, à une époque où le yoga n'avait pas encore le même succès qu'aujourd'hui. Enfin, ça commençait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Le livre n'a jamais vraiment servi de manuel de référence, mais c'est l'un des premiers ouvrages à montrer une femme en fin de grossesse en train de pratiquer des postures. L'idée ici, c'est que les postures de yoga sont utiles dans une préparation à l'accouchement pendant la grossesse. Le livre sera rapidement traduit dans d'autres langues, ce qui est une preuve de son succès, comme la majorité des ouvrages de Le Boyer qui sont vraiment largement diffusés. Donc le yoga, c'est beaucoup de choses. Le Boyer, il était aussi très critique du yoga et de sa réception occidentale. Qui dit yoga dit posture, mais aussi souffle. Et ça nous amène au deuxième moment double, de la préparation à l'accouchement et de l'accouchement lui-même. Ma recherche m'a amené à la figure de Savitri Nair, de qui Le Boyer a appris le chant carnatique et avec laquelle il va enregistrer du chant de la musique. Donc, c'est des vocalises dans les tonalités typiques de la musique de l'Inde du Sud. Donc, le souffle, allié à la voix, donne le chant. Et Le Boyer va le préconiser comme un outil. Sur la face du disque vinyle de 1973, Pour une naissance sereine, sous le label de Chant du Monde, la face A du disque a comme unique piste la tempura, donc c'est cet instrument de musique que vous voyez, la tempura sur 3 modes différents. La face B indique les noms de Nair et de Le Boyer avec pour piste 2 berceuses. L'une des descriptions du disque dit ceci, je cite, « Ce disque, initialement conçu pour les femmes qui attendent un enfant, s'adresse à tous ceux qui ont besoin de retrouver l'unité, l'harmonie. » J'ai aussi découvert l'existence d'un livret et cassette d'exercices par les deux mêmes, intitulé « L'art du son », titre qui rappelle ensuite son livre. Il y aura un livre qui s'appelle « L'art du souffle » chez Albin Michel en 84, et dont la dédicace s'adresse à Savitri. Donc, ce petit livret et cassette sont publiés à Neuchâtel en Suisse aux éditions Résonance en 87, mais j'ai remarqué qu'il en existe des versions antérieures en allemand et en italien. On arrive enfin à la période après l'accouchement et à sa rencontre avec Gloria, son vrai nom, qui pour l'ouvrage sera appelée Shantala. La pratique correspondante, c'est celle du massage. Le massage non pas pour la mère, rappelons-nous la focalisation sur le bébé, mais le massage du bébé par sa mère ou par un parent. La rencontre se fait dans un bidonville de Calcutta et Le Boyer va raconter par la suite comment il a fait la connaissance de Gloria Shantala par l'intermédiaire d'une femme française qui travaillait dans une œuvre sociale dans ce bidonville.
Donc, sans avoir du temps pour les détails, je souligne que le Boyer n'a pas volé ces photos et qu'il a, dans ce cas également, demandé le consentement de la jeune femme photographiée, qu'il a maintenu avec elle des liens. Par la suite, il aurait même soutenu financièrement la scolarité de ses enfants. Donc là aussi, il faut imaginer qu'à l'époque, de dire aux mères de masser leur bébé n'allait pas de soi, dans une société française où la norme, c'était plutôt le maternage distancial et non pas proximal. Donc aujourd'hui, on trouve très facilement des cours, des ateliers, des vidéos qui enseignent à faire ces massages. Et le Boyer, à son époque, d'abord, il a fait le livre, ensuite, il a fait un film. Et le massage a pris le nom de massage Shantala. Mais il faut rappeler que dans son contexte en Inde, ce massage des bébés, il est largement pratiqué. Puis la transmission, elle se fait entre femmes, de mère à fille ou de belle-mère à belle-fille, ou encore avec une belle-sœur, une cousine, une tante, etc. Donc, à noter que Le Boyer, il l'écrit dans son autobiographie, il a fait l'expérience de se faire masser lui-même de manière traditionnelle au bord du Gange. Évidemment par un homme, c'est un contexte culturel de forte ségrégation entre les hommes et les femmes. Et voici encore sur ce sujet-là, une capture d'écran d'un article qui évoque des études récentes du Brésil sur les bienfaits du massage Shantala sur les nouveau-nés et sur certains prématurés, là aussi de nouveau, quand il n'y a pas de contre-indication médicale à ceci. Donc le temps a donné raison à Le Boyer et à ses propositions qui, à son époque, se sont heurtées à la critique et à un très fort antagonisme en France. Alors tout ceci va m'amener encore à quelques remarques conclusives. À propos des critiques, bon alors, vous n'avez pas besoin de tout lire ici, mais un autre aspect de ma recherche que j'aimerais approfondir devrait porter sur la réception de Le Boyer. J'ai déjà quelques éléments à ce sujet, mais de façon moins systématique que le reste. Ce qui s'en dégage, c'est que ces propositions n'ont pas vraiment été comprises, acceptées en France, quand bien même ils s'alignaient avec d'autres parmi une minorité de médecins qui critiquaient une forme d'ultra ou de surmédicalisation de la naissance et qui souhaitaient vraiment faire changer les choses. Donc voici des citations d'un article du 8 décembre 1974 où un journaliste américain interroge plusieurs personnes qui sont antagonistes à Le Boyer. Et il interroge aussi la psychologue Danielle Rapoport qui a conduit des évaluations sur l'état des bébés nés avec ces pratiques de Le Boyer. Là aussi, pas besoin de dire, je résume. On reproche à Le Boyer d'être un mystique et un chaman. Et cette association avec le religieux, eh bien, elle n'est pas anodine. Elle est mal comprise par ses collègues. Elle correspond à un vécu dans le développement personnel, en tout cas spirituel peut-être, du médecin qui arrive à prendre de la distance face à ses pratiques et à ses conséquences et à s'en éloigner, puis finalement à y renoncer complètement, alors que vraiment c'était sa véritable passion. Il y renonce pour faire passer un message, et ceci ne se fait qu'une fois qu'il est vraiment libéré des contraintes de l'ordre des médecins. Au prisme de l'histoire de la médecine, Le Boyer est l'un de ces médecins auxquels le temps aura finalement donné raison, comme Ignace Philippe Semmelweis, médecin hongrois du 19e siècle et précurseur de l'asepsie. Semmelweis, donc, c'est celui qui disait aux étudiants en médecine de se laver les mains après avoir examiné les cadavres avant d'aller assister les femmes en couche. À l'époque, on l'a pris pour un fou. Donc, comme d'autres médecins qui sortent du rang, qui critiquent le discours dominant, Le Boyer aura souffert d'une mise à l'écart par ses collègues, imperméable à son discours, d'autant plus que celui-ci intègre un champ lexical du religieux et du spirituel dans une France déjà alors tout à fait laïque. Donc ça, c'est une de ses particularités. Parce que si on pense à toutes les méthodes dites psychoprophylactiques, Grantley Dickreed, Ferdinand Lamaze, Michel Audin, il est question dans l'autobiographie pour clarifier bien des choses, eh bien, Le Boyer n'est pas le premier à tenir ce type de discours et à proposer des pratiques comme ça. Il faut que la femme qui accouche soit éduquée à ce qui va se passer, ce qu'elle s'y prépare. Il faudrait qu'elle oublie, peut-être, et ne le dit pas comme ça, mais il propose un changement par rapport à ce texte qui marque la compréhension de l'accouchement dans des cultures occidentales, juives et chrétiennes en tout cas, donc ces fameux versets de Genèse 3,16. Ce qui rend Le Boyer original, c'est qu'il ne préconise pas de se tourner vers Dieu de nouveau. Il ne met pas en avant des prières, une spiritualité de l'aide ou la divine providence, des choses comme ça, mais il reconnaît un caractère sacré à la naissance et il se concentre sur le nouveau-né comme acteur et non pas comme produit. Ce moment est sacré car fragile.
La naissance peut être un moment de traumatisme et même de violence. Une violence qui, selon lui, et cette idée a déjà été critiquée, des gens s'entendent, ce traumatisme de la naissance devrait être évité. Et comment? Eh bien, par des pratiques plus douces dans la façon dont on accueille le nouveau-né et dont accessoirement on traite la mère dans son accouchement. Donc, j'aborde ici même pas encore la question des violences obstétricales, c'est encore un autre sujet. Pour terminer cette conclusion, je vais mentionner une dernière figure maternelle de cette rencontre entre le Boyer et l'Inde et ses aspects religieux, spirituels, philosophiques. Pour le Boyer, l'Inde elle-même est mère. Dans l'épigraphe de Pour une naissance sans violence, le Boyer écrit « Malgré les apparences, rien ne change. Et c'est toujours d'Orient que la lumière nous vient. Sans Sve Selvsvami, sans Sve et sans l'Inde, ce livre n'aurait jamais été écrit, l'idée ne m'en serait pas même venue. C'est en humble hommage qu'il leur est dédié. J'essaie d'acquitter une partie de ma dette et tâche de rendre un peu pour tout ce que j'ai reçu. » Au début de Shantala, le Boyer écrit « Je dédie ce livre à ma mère, à toutes les mères, à Shantala, et à travers elle à l'Inde, ma seconde mère de qui j'ai tant appris. » Donc la lumière vient de l'Orient, l'Inde lui amène la lumière, elle lui fait voir sa lumière, voir le jour, comme la naissance d'un nouvel homme. Mais il faut faire attention en disant l'Inde est mère, parce que pour le Boyer, l'Inde, ce n'est pas une mère nationale, ce n'est pas une mère patrie, au sens où l'on entendait ceux et celles qui ont lutté contre le joug colonial et pour l'indépendance de leur pays. Ce fut le cas du Swami, de Swami Prajnanpal. La figure de Bharat Mata ou mère Inde émerge déjà à la fin du 19e siècle, comme la notion de l'Inde mère, comme une déesse. Mais le Boyer visite l'Inde indépendante des années 60 et pour lui, l'Inde est une mère spirituelle. Dans Cette lumière d'où vient l'enfant, l'ouvrage sur le yoga pendant la grossesse, il écrit à la fin de l'ouvrage. Et qui est Vanita? Vanita, c'est la femme, une et innombrable, impénétrable. C'est la beauté, sa fascination, son mystère. Vanita, c'est Kali, c'est Durga, c'est India. Voilà les déesses. Alors, le Boyer compare ou assimile Vanita à deux déesses hindoues aux aspects maternels, célèbres et souvent complémentaires, Kali et Durga, souvent désignées comme mère. On dit Kalima, Durgama. Et il en ajoute une troisième, India. Il utilise le nom anglais du pays. Ce n'est pas traduit en français. Dans le livre, en quelques pages, Vanita passe de une femme indienne enceinte qui fait des postures de yoga à la femme très essentialisée, puis elle devient une déesse aux aspects multiples et finalement, elle incarne le pays tout entier dans lequel le Boyer est un étranger en séjour. Frédéric Le Boyer n'est pas allé en Inde pour coloniser, exploiter, violer, convertir, faire des affaires ou des tractations politiques. Contrairement à d'autres avant et après lui, Le Boyer est un visiteur attentif et humble, et il est ouvert à cet idéal de non-violence qui transparaît dans plusieurs des religions, spiritualités ou philosophies de l'Asie du Sud, Ahimsa. Le Boyer va se faire transformer par l'Inde plus qu'il ne la transformerait. Jamais il ne cherche à expérimenter des techniques médicales sur les femmes indiennes. Au contraire, il n'a même jamais assisté à un accouchement en Inde, à part celui de la chèvre. Et il va apprendre des femmes, en particulier des trois que j'ai mentionnées. En tant que médecin, il est dans une position d'observateur idéal, peut-être aussi parce que, contrairement à ses collègues, il a su mettre de côté certaines attitudes et se dire qu'il pouvait apprendre quelque chose des spiritualités de l'hindouisme et de l'Inde, mais aussi de la vie au quotidien pendant ses nombreux séjours. Frédéric Le Boyer est un occidental cultivé, mais il n'est pas d'abord un intellectuel, un chercheur académique. Il n'est pas non plus venu à la base pour une recherche spirituelle, mais il va y toucher. Il va se développer lui-même, il va même, dans un certain sens, renaître. L'Inde va littéralement l'élever. Et en cela, l'Inde est pour lui une mère, parce qu'une mère élève son enfant. Il dit que l'Inde lui a tout appris, tant appris. Le Boyer, auteur enseignant, promoteur de la naissance sans violence, il est dans ces années-là, pendant ses séjours, il est en devenir. L'Inde est pour lui la matrice du processus de gestation existentielle et spirituelle qui va le propulser, non plus comme un médecin réputé, mais comme le promoteur révolutionnaire d'autres façons d'accueillir le nouveau-né, de devenir mère, de mettre et de venir au monde. Le Boyer est connu pour être l'une des figures du mouvement pour l'humanisation de la naissance, l'une des voix fortes contre sa déshumanisation et contre une forme de technocratie liée à la surmédicalisation de l'accouchement.
Malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, il reste connu comme l'un de ceux qui a replacé au centre de la naissance le petit humain et sa mère. Alors, il y a déjà des applaudissements en ligne. Non. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Bah, sinon, moi, je vais poser une question et les gens en ligne peuvent lever la main. Qui parmi vous avait déjà entendu parler de Le Boyer avant cette conférence, avant de vous inscrire? Qui le connaissait? Une personne en salle? Bon. Quand même. Ah, quand même, hein? OK. Bon. Elle est quand même connue, hein? Ouais. Je pense que Madame Rivard, vous étiez presque partie pour intervenir. Voulez-vous y aller? Bien, en fait, ma première réaction, là, c'est de dire un grand merci pour la présentation vraiment fort, fort intéressante sur un sujet qui est des plus pertinents. Effectivement, là, vous comblez un vide qui était quand même, comment dire, c'est quand même un grand vide là, sur un personnage important. Vous avez comblé un vide au plan biographique. J'ai beaucoup apprécié aussi, ce que vous avez noté par rapport aux critiques dont Le Boyer fait l'objet, sa mise à l'écart aussi. Bon. Et je voudrais souligner aussi le fait que la dimension spirituelle, il reste que c'est vraiment encore la dimension grise là, de l'accouchement. Bon, l'accouchement dans son histoire, bien sûr, la naissance, dans son histoire, mais encore actuellement. Et c'est difficile, je pense, de s'en sortir parce qu'on est vraiment dans l'opposition, hein, science et spiritualité, comme si ça ne pouvait pas vivre ensemble. Avant de vous entendre réagir à ça, je voudrais quand même, une petite anecdote. Ma première rencontre avec une naissance sans violence, j'avais 13 ou 14 ans. J'étais en secondaire 2 et c'était dans mon cours de religion. Alors, c'était autour de 1976. Le livre, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Et c'est l'enseignante de religion qui nous en a parlé et qui nous a montré les belles photos. Ça a été ma première rencontre, puis je dois dire que ça m'a marqué, hein, parce que je pense que ça a marqué de toute façon ma carrière d'historienne, hein, parce que ça m'est resté, ouais. Alors voilà. Ben, merci encore, hein, madame, pour votre excellente conférence. Merci pour votre livre hein, qui est vraiment aussi voilà, centré sur le Québec. C'est vraiment aussi un super document pour comprendre la diffusion de certaines idées, puis comment elles sont réceptionnées dans des contextes où le poids de la religion est différent. Hein. Québec, France, à ces époques-là, c'est quelque chose de tout différent. Par rapport à ce que vous dites que c'est dans un cours de religion que vous entendez parler pour la première fois de Le Boyer, il y a cette idée, je vais le formuler de façon très générale et très vague, mais il y a une préoccupation de certains milieux religieux, notamment catholiques, à une époque où commence à arriver la contraception hormonale par la pilule, donc la régulation des naissances autres que les dites méthodes naturelles, je mets les guillemets. Il y a comme l'idée de dire il faut qu'on commence à écouter les femmes, les mères, et qu'on rende leur accouchement, qu'on rende cette expérience un peu moins traumatique, un peu plus plaisante, sinon elles vont arrêter de faire des enfants. Et c'est aussi pour ça que qu'il n'a pas, oui, il a été reçu dans certains milieux religieux. Je peux pas aller trop dans les détails non plus de cette réception-là, mais disons qu'on lui a fait bon accueil parce qu'il proposait des voies pour rendre l'accouchement moins violent pour l'enfant, mais aussi si on suit ses recommandations, on va éviter un bon nombre de ce qui aujourd'hui peut être considéré par certaines, suivant comment c'est pratiqué, comme des formes de violence obstétricale. Donc, je ne suis pas étonnée d'entendre que Le Boyer était mentionné par le biais de quelqu'un qui, à l'époque, enseigne un cours de religion au Québec. Il me semble que cette enseignante-là, en plus, était une ex-religieuse, je crois, selon mon souvenir, oui. C'est possible. Je veux aussi rebondir sur l'idée science et spiritualité. Ça, je pense, c'est un thème qui se dégage aussi
des autres thématiques dont la chaire s'occupe, hein, l'accompagnement à la mort, c'est comme si c'était complètement antagoniste. On a mis d'un côté la science et son application concrète dans la médecine. Hein. La médecine, c'est pas exactement la science, mais évidemment qu'il y a des liens entre les deux. Et de l'autre côté, on aurait tout ce qui est de la spiritualité, ce serait de l'ordre donc du non scientifique, de l'irrationnel et ainsi de suite. Ça, c'est une vision, je pense, qui est très occidentale de voir les choses. À cette époque-là, on hérite, et pourquoi l'Inde en fait aussi, pourquoi l'Inde pour aller chercher du spirituel? Pourquoi ne pas replonger dans les écrits du christianisme, de la tradition chrétienne qui évoque aussi peut-être je sais pas, le mystère de la création, de la grossesse. Je pense à Hildegard de Bingen ou à d'autres qui ont aussi pratiqué la médecine en alliance avec leur foi. Alors nous, lui, va chercher en Inde parce qu'il y a quand même, et c'est une construction bien entendu, une idée d'opposition entre un Occident matérialiste, scientifique, technique, et de l'autre, une Inde spirituelle, mystique, sage, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'il accompagne certains de ses compagnons de voyage, comme les Desjardins, comme Roumanoff, qui, eux, partent en quête spirituelle. Lui, il était un médecin, il était vraiment à la base du côté scientifique, médecine, rationalité. Mais il a su s'ouvrir à cette dimension-là. Voilà. Je vois qu'il y a des questions encore. Oui, on avait une question de Mme Dubon qui demandait est-ce que Le Boyer a eu lui-même des enfants? Non, il n'a pas eu d'enfant et en réalité, il s'est marié assez tard. Il avait plus de 80 ans quand il a contracté son premier mariage avec une femme originaire du Japon qui, à ce moment-là, elle avait plus de 50 ans. Donc, ils se sont mariés, mais ils n'ont jamais eu d'enfants. Il n'a pas non plus adopté des enfants. Et dans un entretien qui a été réalisé quelques mois avant sa mort, je ne sais plus lequel par cœur, mais il fait une remarque à ce sujet. Il dit une regrettable vérité, c'est que je n'ai pas eu d'enfant. Donc lui-même n'a pas eu d'enfant, mais il a assisté, il a mis au monde, disent certaines notices funéraires, plus de 10 000 enfants, dont la plupart avant qui changent de méthode, mais plus de 1000 avec sa méthode. Enfin, il a jamais appelé ça une méthode, il faut être très clair, sa pratique non violente. Mais lui-même, non, il n'a pas eu d'enfant. Un autre commentaire sur le fil de discussion. Donc, c'est Mme Michel qui dit « J'ai accouché par césarienne 2 fois, vu un problème de diabète. On nous disait que les bébés des diabétiques prenaient trop de poids dans le dernier mois et les césariennes étaient obligatoires. Est-ce que le docteur Le Boyer aurait pu m'aider quand même? » Alors ça, j'en sais rien du tout. Je ne veux pas mettre à sa place. Simplement, c'est difficile à dire parce qu'une chose dont on ne se rend pas compte et qu'il faut souligner, c'est que les connaissances médicales, elles changent au fil du temps. Et puis ce qu'on préconisait il y a quelques décennies, aujourd'hui, est complètement invalidé. Et vice-versa, on a fait des allers-retours pour certaines prescriptions au sujet notamment de la grossesse et de l'accouchement, au sujet des soins aux nourrissons. Je pense à comment on doit coucher les bébés nouveau-nés. Est-ce qu'on les met sur le dos? Est-ce qu'on les met sur le ventre? Il y a eu des allers-retours. Pour l'alimentation, on n'en parle même pas. Pour tout ce qui est des interventions de quand est-ce qu'une césarienne est indiquée ou pas, il faudrait voir à quelle époque ça a été décidé et puis qu'est-ce qu'on en dirait maintenant. C'est impossible de répondre comme ça, mais une chose est certaine, c'est qu'en tant que médecin, il aurait vraiment pesé le pour et le contre. Je suis complètement enthousiaste de cette conférence. Merci, Florence. J'entends plusieurs choses et puis personnellement, je suis beaucoup intéressée par la spiritualité des enfants. Et donc, il me semble que l'événement de la chèvre, ce que j'entends dans cet événement-là, c'est une prise de conscience de sa posture interventionniste. Exact. Et en même temps, il y a comme un autre pendant dont tu nous as parlé, qui était l'enfant comme sujet. Et je me demande, qu'est-ce qui était prédominant chez lui? Est-ce que c'est vraiment, puis le livre ici est magnifique, est-ce que c'est vraiment la valeur de l'enfant, sa dignité, sa personne, sa subjectivité, ou est-ce que c'est plutôt, ou les deux, c'est interrelié, je ne sais pas, sa posture de médecin qui est recadrée, resituée, comment dire,
replacer à sa juste place, peut-être? Je pense que c'est un peu les deux, mais qu'il insiste dans ce qu'il va dire après sur sa fascination pour le bébé qui naît de cette façon. Le bébé qui naît calme, qui respire, mais sans pleurer. Donc, quand on dit non interventionniste, je pense à la base, il ne souhaitait pas, c'était pas son souhait de démissionner de l'ordre des médecins. Je pense qu'il aurait peut-être aimé garder sa clinique et puis pratiquer, offrir à de nombreuses femmes ce type de pratique-là. Après, ça n'a pas été possible. Vraiment, il fait face à des critiques extrêmes. Mais le médecin ne disparaît pas complètement, simplement il se fait garant d'un cadre où le processus, pour autant qu'il se déroule de façon physiologique, n'est pas perturbé. Donc ça, c'est très proche de la pratique sage-femme. Le Boyer a été très bien reçu parmi les sages-femmes, enfin, du moins celle qui a essayé de remettre en question les choses. Donc oui, l'épisode de la chèvre, c'est la prise de conscience de l'intervention, mais la chèvre n'accouche pas d'un petit bébé humain. La chèvre accouche d'un chevreau. Par contre, après ça, il va tenter de ne pas intervenir et de regarder comment ça se passe. Et ce qu'on sait, c'est alors vraiment ça c'est important de redire, il n'a jamais fait des expérimentations de nouvelles techniques obstétricales sur les femmes en Inde. Jamais. Il le dit encore dans son autobiographie. Les personnes que j'ai interrogées me l'ont confirmé. Par contre, en France, il va aller pratiquer dans des maternités. Il va prendre exprès le service de nuit où il y a moins de gens, où il y a moins de choses qui se passent, où c'est un peu plus tranquille, pour faire des essais un peu. Et c'est là qu'il voit, tiens, ça marche bien. Ça marche bien comme ça. Et c'est là qu'il découvre vraiment cette fascination pour l'enfant. Et puis on voit, je ne vais pas remontrer les images, mais celle que j'avais sur ma diapositive de titre, c'est lui qui baigne l'enfant. Et puis il a pris beaucoup d'images de bébés nouveau-nés qui ont à peine 1 heure et qui sont vraiment calmes, souriants. Et du point de vue spirituel, de nouveau, ça peut poser des questions. Alors, la question en tant que telle n'a pas été posée, est-ce que ces enfants-là auront une spiritualité différente? Par contre, ce qui était présupposé, c'est que peut-être ils auront un autre rapport au monde, de naître dans un monde où on n'arrive pas de façon traumatique à travers des interventions violentes, une séparation d'avec le corps de la mère, un changement de température, un changement de luminosité. Peut-être que ça crée des êtres qui ont une autre façon d'être en relation avec le monde, peut-être. C'est pas ça qu'a évalué Danielle Rapaport. Elle a été vraiment docteur en psychologie. Elle a regardé le développement de ses enfants, en particulier peut-être cognitif, et puis le résultat, c'est que, en tout cas, ils vont pas moins bien que les autres, hein, voire même mieux. Mais la question vraiment spirituelle n'a pas été abordée en tant que telle. Et moi, je ne vais pas l'aborder non plus. Voilà. Mon autre question aurait rapport au savoir traditionnel. Parce que tu viens de faire allusion au passage de l'accouchement en Inde, puis de l'accouchement en France, Ouais. où est-ce qu'il y avait probablement là, quelques décennies à tout le moins, ou en tout cas une certaine pratique qui avait probablement fait que les femmes avaient perdu peut-être cette transmission d'expériences plus naturelles, c'est mal dit tout ça. Et ça m'intrigue un peu. Comment, parce qu'on pose parfois dans d'autres contextes la question de cette réappropriation-là de ce savoir culturel. Tout à fait. Alors, là, j'ai mis un extrait d'une notice funéraire qui est parue très peu de temps après sa mort. Et puis, la journaliste, alors évidemment, elle ne cite pas ses sources, hein, mais elle nous dit que c'est ses visites en Inde qui ont changé la façon dont il voyait la naissance. De nouveau, combien même il n'a pas vu de femmes accoucher en Inde, mais il souligne le contraste entre la façon dont les femmes plus riches en Inde, des classes plus aisées, donnent naissance dans des maternités qui ressemblent à celles de l'Europe, de l'Occident, tandis que les femmes des classes plus défavorisées n'ont pas ces mêmes conditions, mais accouchent plus facilement. Aussi parce qu'elles ont l'habitude d'être accroupies, de faire certaines tâches domestiques comme nettoyer, comme moudre la farine ou cuisiner en ayant certaines postures. Donc c'est ça qui le met, et c'est ce que dit cette journaliste et je pense qu'elle a en partie raison, c'est ce qui le met sur la piste du yoga.
Donc après, la question de la réappropriation, alors en Inde, est-ce qu'il y a réappropriation ou est-ce que nous approprions? Toute cette question de l'appropriation culturelle, est-ce que c'est là qu'on en vient? Non, non, Ou- je pensais plus à la réappropriation locale. Par exemple, Oui. les femmes françaises ou les femmes Ouais, québécoises ouais. avaient certainement une tradition Ah qu'elles oui. se sont transmises ou qu'elles ont perdue Oui, oui, c'est bien et sûr. qu'elles se réapproprient ou pas. Hein. Alors, il y a toute la pratique sage-femme, il y a toute la question des sages-femmes, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Il y a, vous savez, au Québec, il y a le projet de loi 15 là, qui a été proposé, et qui, si ça passe, ça va vraiment mettre les sages-femmes sous tutelle complète, enfin, ça va les agglomérer avec d'autres types de professions. Donc oui, les femmes essayent de se réapproprier, mais quand on regarde à plus large échelle l'histoire de la médecine, il faut voir comment les femmes ont été dépossédées des savoirs sur l'accouchement, sur la grossesse et l'accouchement. Dans d'autres contextes, elles en sont encore les gardiennes. Et ce sont ces contextes-là où la biomédecine n'a pas encore eu de prise, peut-être par manque d'infrastructure. Je mentionne ici qu'il y a mon co-chercheur qui vient d'Haïti, et lui, il travaille avec des matrones. Et ces matrones-là, alors, elles n'ont pas fait des études de sage-femme hospitalière ou comme ça, mais elles ont des savoirs et elles les transmettent encore. Alors, en Occident, au Québec, en France, dans la plupart des pays, il y a des écoles de sages-femmes et on doit aller là pour apprendre. Donc, ce n'est pas toutes les femmes, même dans ces contextes-là, ce n'est jamais toutes les femmes qui apprennent ça, mais peut-être que c'est un savoir qui est plus diffus, plus diffusé entre des femmes et non pas confié à un groupe de spécialistes que l'on forme et peut-être que l'on formate à travers un cursus médical ou médicalisé. Donc, je vois des tentatives de réappropriation, du moins de réflexion là-dessus. Je pense par exemple dans certains contextes des femmes autochtones où on forme des sages-femmes autochtones. Et dans ces programmes-là, il y en a des exemples en Ontario, certainement qu'il y en a aussi certains au Québec, on intègre les perspectives traditionnelles, ancestrales, appelons ça de différentes manières, y compris spirituelles, dans la formation pour qu'elles puissent aller accompagner des femmes avec une forme de sécurisation culturelle. Mais est-ce que des femmes de tradition et culture occidentale ou chrétienne vont le faire? Je ne sais pas. Je sais aussi que des femmes juives, dans des communautés juives en diaspora, le font. C'est-à-dire que certaines d'entre elles se forment dans des écoles de sages-femmes accréditées, mais essayent de faire des birthing centers, donc des centres d'accouchement, qui montrent une composante religieuse, en l'occurrence juive. Ça peut se faire de diverses façons, mais il y a des tentatives qui vont dans ce sens, dans certaines traditions, oui. On a quelques commentaires qui se sont ajoutés. Alors, je vais te le lire, ça va être plus facile. Oui. Vous avez parlé des lyings. C'est au cours de lyings auprès de son maître que Frédéric Leboyer a revécu sa naissance dans tous ses détails et la souffrance du bébé. Beaucoup d'autres personnes ont revécu leur naissance et confirment les erreurs du corps médical. Oui, commentaire je confirme que c'est ça. Lui, donc, quand il était à l'ashram, il a fait les deux types de sessions. Celle dont on a le plus de traces, eh bien, ce sont les sittings quand même. Donc, c'est des ouvrages comme ça où on a tout ce dialogue-là entre les deux. Mais oui, il a aussi revécu sa propre naissance et il dit qu'elle était atroce. Il dit qu'il a revécu sa naissance, qu'elle était atroce. Et il a aussi fait de la psychanalyse. Je vais voir si je retrouve là, c'est ça. Alors, quand il écrit, donc ça, c'est un article de Châtelaine, Québec. C'est rarissime qu'il parle aux journalistes pour se raconter lui. Hein, il transmettait ses idées, mais il n'aimait pas parler de lui. Mais en 77, il est reçu en entretien par Monique de Gramont pour Châtelaine, Québec. Et puis, il lui dit, au cours de ma psychanalyse, j'ai revécu ma propre naissance. J'ai eu une naissance atroce. En la revivant, j'ai découvert que ce n'était pas par bonté que j'endormais mes accouchés, en les empêchant de souffrir, de crier, de hurler. C'est la souffrance de ma mère, ce sont ses cris et mes cris à moi aussi que j'essaye d'effacer. Ce fut très dur de découvrir ça, très. Quand il dit ici psychanalyse, je ne peux pas affirmer si c'est sa psychanalyse qu'il a aussi faite en France, à Paris, parce qu'il n'a pas fait un seul séjour en Inde, il en a fait plusieurs, donc il allait et il venait.
Et il faisait une psychanalyse en France et en même temps, il retournait après auprès du Swami. Donc, dans quel contexte exact c'était, je n'ai pas réussi à le déterminer, mais c'est tout à fait possible qu'il ait eu, du moins, les débuts de revivre ce trauma-là de la naissance dans le cadre des Lyings, qui est une pratique qui peut être très puissante pour faire justement réémerger des traumatismes et des choses un peu enfouies. Alors, c'est Juliane qui dit « J'ai trouvé particulière la manière avec laquelle Le Boyer perçoit l'acte de donner naissance en début de conférence. Dans ses premiers écrits, ce mémoire est bonne. Il dit trouver ça laid ou autre qualificatif. Je constate que son cheminement lui a montré le beau et la magnificence de l'acte et de la naissance en elle-même. Son rapport à la naissance a évolué. C'est beau. » Oui, tout à fait. Oui, on voit, en fait, quand on lit l'entier des conversations qu'il a, ça c'est enregistré, enfin, les premières n'ont pas été enregistrées quand il le rencontre pour la première fois. Je ne suis pas certaine qu'il avait déjà l'enregistreur, mais à partir de mémoire, là, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas 63, on a les enregistrements, puis on voit vraiment comme il change de perspective au fur et à mesure de ses questions. Et puis, il arrive à rédiger le livre, à le publier seulement en 74. Donc, ça veut dire qu'entre la première rencontre et le moment où il publie le livre et où il quitte l'ordre et où il devient un conférencier et tout, il y a quand même à peu près 12 ans qui se passent. Donc, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. L'épisode La chèvre, comme il l'écrit dans l'autobiographie, c'est un peu le... Vous savez, on a des fois dans ces moments, ah, voilà, j'ai compris quelque chose. Mais après, ça va s'étoffer, se développer, bien sûr. Madame Rivard, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est qu'il y a plein de réflexions là, qui me viennent là, au fil de la discussion, puis en repensant à la présentation. Ce que je trouve très marquant, c'est à quel point on s'est attaqué à Le Boyer avec beaucoup, beaucoup de violence à l'époque. Alors que lui, ce qu'il promouvait, c'était une naissance sans violence. Et à l'inverse, on l'a attaqué avec une très grande violence. Ici, on disait on utilisait le mot fou. C'est un fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas un scientifique. Il fait n'importe quoi. C'est comme ça qu'on s'est attaqué à lui. Et puis, le motif que moi, j'avais en fait dégagé dans mon travail, hein, si vous m'avez lu, vous savez qu'il y avait toute la question du temps. Les médecins étaient très, très dérangés d'abord dans leur pratique parce que ce que promouvait Le Boyer, ça exigeait plus de temps, évidemment, avec le etc. Ça exigeait des aménagements. À une époque où on voulait avoir plus de volume d'accouchement, la naissance était de plus en plus industrialisée. Et ben là, ça m'amène aux réflexions actuelles. Vous parliez tout à l'heure du projet de loi 15. C'est un peu ça qui est en jeu, puis je pense qui fait peur aussi aux personnes là, qui s'intéressent à la naissance en ce moment, puis qui s'intéressent entre autres aux sages-femmes. C'est le fait que, est-ce que ça se pourrait qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de gagner, c'est encore d'avoir des gens qui sont peut-être à l'hôpital le plus souvent possible pour combler un manque de personnel, puis encore faire des accouchements pour lesquels on accorde peu de temps. Parce que ce que font les sages-femmes comme boulot, ça exige du temps. Et leur succès, entre autres, et qu'elles sont appréciées, c'est parce qu'elles consentent du temps à ce qu'elles font, puis elles consentent du temps aux femmes. Alors, la dimension temps là, est vraiment extrêmement importante, puis j'ai l'impression que c'est le cœur des choses, la question du temps, sur lequel on est prêt à se battre, on dirait. Merci, oui, c'est tout à fait ça. Ça va demander du temps et de l'attention, et non pas de l'intervention et de la gestion. Et ça défie les normes de tout ce qui est industriel, voire même de tout ce qui est scientifique, hein. Donc, c'est ça demande plus de temps, mais peut-être qu'à un moment donné, là, je vais parler en mon nom propre, non pas en tant que professeur, mais peut-être qu'à un moment donné, les personnes en charge de la gestion vont se rendre compte aussi peut-être que ça coûte un peu moins cher d'avoir
des sages-femmes qui pratiquent bien plutôt que des médecins qui interviennent en extrême urgence. Je ne sais pas. C'est tout un débat. Mais en tout cas, là, vous voyez, j'ai mis l'image de la campagne là, de mobilisation contre la loi 15. Et puis, quand on parle, je vais juste mentionner ça encore, des attaques contre le Boyer. Je m'excuse, elle est en anglais parce que j'ai donné une conférence en anglais récemment là-dessus. Donc ça, c'est une caricature publiée il y a 10 ans ou un peu plus dans Charlie Hebdo en 2013. Charlie Hebdo, je pense que vous connaissez, le magazine satirique français, où on se moque. C'était pour illustrer un entretien avec une gynécologue qui critiquait l'accouchement à domicile. Donc, elle ne critiquait pas toute la pratique sage-femme, mais en particulier l'accouchement à domicile qui n'est réalisé que par des sages-femmes, ou celles qui restent. Et puis, on se moque d'un couple où on ne sait pas trop le contexte, mais on voit une espèce de tenture et on dit, la femme demande t'es sûre qu'elle est compétente? Elle m'a été recommandée au marché bio et on voit l'imagerie religieuse qui est mobilisée là dans cette caricature. La sage-femme, elle est représentée comme une paysanne, un peu sale, un peu arriérée. Elle se crache dans les mains pour les nettoyer. Elle a des sabots. À ses côtés, on voit un seau avec des outils rudimentaires qui ont pas été désinfectés. Par contraste, il y a un cochon puis une poule là qui porte un masque chirurgical. Et puis, si vous regardez bien dans l'arrière-fond, on voit une sorte de figure de poupée avec des clous. Donc ça, je ne sais pas si c'est la poupée vaudou ou quelque chose. Ça évoque la sorcellerie, ça évoque quelque chose qui n'est pas scientifique, qui est à l'inverse. Donc cette attaque contre le Boyer qu'on a traité de fou, de mystique, de chaman, dans un contexte français et encore aujourd'hui, on mobilise le religieux comme un élément qui permet un angle d'attaque. Et si vous regardez dans certains même rapports gouvernementaux, on a critiqué également, par exemple, les doulas qui sont donc des accompagnantes à la naissance non médicales, celles qui justement prennent le temps d'accompagner les femmes. Eh bien, elles ont été, pour certaines, suspectes de dites pratiques sectaires. Donc, il faut faire très attention à la façon dont le religieux est mobilisé. Ce n'est pas toujours positif, bien au contraire. Merci beaucoup pour cette conférence. Ce que je voudrais dire, moi, enfin, il y a 2-3 points. La médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, entre guillemets, la médecine moderne, etc., elle date que de 150 ans. Hein. Avant ça, les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Il y avait des médecins dans les grandes villes, mais c'était pas comme maintenant, quoi. Hein. Et pourtant, l'humanité, elle est toujours là. Hein. Et au niveau de la naissance sans violence, où moi j'ai l'impression que lui, il a beaucoup mis l'accent sur l'enfant, mais il y a les deux, il y a la mère et l'enfant, hein, parce que si vous avez une mère qui souffre beaucoup moins, ben, automatiquement son enfant le sait et ça fait un tout. Hein. Alors, je voudrais aussi dire qu'il y a eu des vagues, parce qu'à la suite de Le Boyer, il y a eu quand même quelques années de changement quand même. Hein. Moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que mes 2 premiers accouchements en 76 et 78 ont été, entre guillemets, classiques à l'hôpital. Mais le dernier que j'ai vécu 15 ans après ma petite dernière ici au Québec, à l'hôpital à Longueuil, là, ça a été complètement différent. J'ai pas compris, mais j'étais très heureux parce que j'avais entendu parler de Le Boyer, etc. Mais j'ai accouché dans une chambre comme de naissance, lumière tamisée. Je pouvais accoucher comme je voulais. Il n'y a personne qui m'a dit, vous devez être sur une table avec les... etc. Bon, ça a été vraiment fantastique. Maintenant, au niveau de l'individu, qu'est-ce qui en ressort par après? Est-ce que ma petite dernière, qui a maintenant 30 ans, est fort différente de ses aînés? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question, j'en sais, enfin, je sais pas juger ça comme ça. De toute façon, je pourrais mal juger parce que je suis la mère. Ah oui, c'est donc, voilà. Mais il y a eu des vagues où il y a quand même eu, et même maintenant, il y a encore des vagues avec Emma Crozy en Suisse, qui se bat beaucoup pour la naissance, soit à domicile, soit quelque chose de... C'est comme si elle faisait la suite de Le Boyer. Mais moi, je crois qu'il y a des vagues, parce qu'avec ce qu'on a vécu ces 3 dernières années,
j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté, comme vous dites avec la loi, de récupérer à nouveau le problème de la naissance, de l'accouchement, des mères, etc. Il y a eu, à cause de ces 3 ans, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'essayer d'être récupérées. Merci pour ce témoignage. C'est vrai, merci d'amener aussi cet élément-là. Oui, il y a quand même eu du changement, des améliorations. Mais c'est pour ça que je peux dire que oui, le temps lui a donné raison. C'est parce que plusieurs des choses qu'il proposait, et de nouveau, peut-être n'était-il pas le seul à le proposer, ça a été réceptionné et ça a été mis en pratique, mais encore pas toujours. Là, je viens d'assister récemment, la semaine passée, à une exposition ici à l'Université Laval d'un groupe de femmes migrantes au Québec sur les violences obstétricales qu'elles ont subies autour de leur grossesse et accouchement. Ben oui, ce sont des choses auxquelles certaines catégories de femmes peuvent accéder avec peut-être un privilège relatif à cela, mais ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas partout. Et puis oui, il y a encore des luttes à faire, il y a encore des luttes que mènent les sages-femmes, que mènent des mouvements, des groupes féministes et des groupes de femmes là autour. Donc on avance, on recule, il y a des tentatives de régulation, c'est ça. Mais je pense que lui aura été un jalon, vraiment. Dans l'histoire de la médecine, je pense qu'il est au moins dans l'histoire de l'obstétrique. Quand on dépêche une telle violence contre une idée, au point que la personne finalement se sort du débat, ne participe plus à l'ordre des médecins, eh bien, c'est qu'on a touché quelque chose, je pense. Donc, à suivre, à voir si il y a une évolution dans ce que désirent les femmes. Est-ce qu'il y aura une recrudescence de demandes pour un accouchement accompagné exclusivement par des sages-femmes, voire même à domicile? Je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. Alors, Madame Michel, vous pouvez ouvrir votre micro si ce n'est pas fait. On vous écoute. OK, bonjour. Moi, je suis très certaine que c'est aux femmes de décider ce qu'elles veulent. Si on attend après les médecins, ça n'arrivera pas, ou peut-être en l'an 3000, mais c'est notre corps, c'est notre bébé. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Peut-être que, oui, on n'est pas assez informé. Est-ce que au Québec, il y en a des écoles de sages-femmes? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent? Est-ce qu'il y a des lieux? Mais c'est à nous de décider plutôt que de donner notre pouvoir. Il y a combien d'hommes qui ont déjà accouché? Il n'y en a pas aux dernières nouvelles. Donc, ils font quelque chose qu'ils ne connaissent pas, d'où des erreurs médicales. Et quand on dit que ça fait mal, les autres ne savent pas c'est quoi que ça fait mal, une contraction. Puis on ne peut pas leur reprocher. Mais si on remet notre pouvoir, quelque part, la responsabilité nous appartient. Alors, plus il va y en avoir, ça va avancer. La charrette, là, c'est nous, on est assis dedans. C'est à nous de trouver le moyen qu'elle avance. Mais c'est à nous de faire quelque chose au lieu d'attendre. Mais là, je suis pas au courant parce que là, je suis déjà rendue à 79 ans, donc je n'accoucherai plus là. Mais est-ce qu'il y en a des sages-femmes au Québec? Est-ce qu'il y en a des endroits? Parce que moi, en tout cas, j'en entends pas parler. Remarquez que c'est pas les jeunes dames avec lesquelles je suis le plus en contact, mais j'en entends pas parler. Alors, pourquoi ne pas promouvoir ce mouvement-là et nous prendre en main plutôt que de le laisser dans les mains des autres? En tout cas, écoutez, c'est ma vérité, c'est bon pour moi, mais si j'avais su dans le temps, parce que c'est moi qui avais posé la question pour les 2 césariennes. Alors, effectivement, la première fois que j'ai accouché, j'étais en 73, après ça, 74. Et je peux vous dire qu'en 73, là, je suis entrée dans une salle d'accouchement, c'est un frigo. Fait que je suis sortie de là avec une grosse grippe. La deuxième grossesse, c'était dans un autre hôpital. C'est encore risqué. Et je sais que mon enfant est né en deçà de 8 mois. En tout cas, un résumé,
C'est à nous de nous prendre en main. Je suis bien d'accord. Quelque part, arrêtons de chialer, puis bougeons, faisons quelque chose. C'est Je suis tout. bien d'accord, ouais. Il y a des sages-femmes qui pratiquent avec ce type d'attention et méthode. Oui, ça existe. Ça existe. Et il y a des mouvements qui luttent pour ça. Donc oui, il y a de l'activisme là autour. C'est vrai. La question, c'est est-ce qu'on sort du système ou est-ce qu'on change le système? Et puis, on a une époque où les femmes qui vont encore avoir des enfants, celles qui le souhaitent, elles vont en faire 1 ou 2, peut-être pour la plupart. Hein. Donc, peut-être qu'une fois que c'est fait, elles se désintéressent de la question. Je ne sais pas. Mais je suis bien d'accord avec l'idée que oui, il faut que ça change, il faut que les femmes reprennent leur pouvoir, se trouvent des alliés. Et moi, je pense que ce docteur Le Boyer, à son époque, a fait des propositions qui allaient dans ce sens et qu'il était un allié des femmes et des sages-femmes, malgré toutes les autres critiques qu'on pourra lui faire. Alors, félicitations Florence pour ta grande conférence. On a bien appris énormément de choses sur les boyers. Donc, je pense que ton livre sera bientôt publié sur les boyers. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre l'approche lévoyérienne de l'accouchement et la pratique ethno-obstétricale des matrones haïtiennes, sur laquelle je travaille depuis 2006 et pourquoi pas depuis l'âge de 3 ans. Là. Et les matrones font confiance de façon absolue à la femme qui accouche, à la patiente et à la nature. L'accouchement à domicile est ancré dans le temps cyclique. Il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire les matrones ne font pas abstraction du pré-travail. C'est-à-dire, on sait que le pré-travail, ça peut durer des heures. Mais en milieu hospitalier, puisque l'accouchement est dans ma tête plaqué dans les temps linéaires, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut même emboîter le temps. On ne peut pas emboîter le temps. C'est-à-dire qu'il faut même transcender ce temps. Ça. Donc, on fait abstraction de la période de travail, du travail. Donc, c'est ce qui explique, voilà, donc, les taux de césarienne inutiles. Et même dans les taux de césarienne utiles, parce que les violences obstétricales, il y a des violences qui sont utiles, parce que s'il y a urgence, s'il y a une dystocie, donc il faut, comment dire ça, couper les ventres de la femme. Mais il y a aussi des cas de césarienne qui sont programmés, c'est-à-dire des césariennes inutiles, c'est des violences vraiment inutiles. C'est-à-dire la matrone donne du temps au temps, et au point qu'un accouchement peut durer 2 jours, par exemple. Bien sûr, il y a des témoignages des mères, mais je pense que le pré-travail, c'est-à-dire si le pré-travail commence ce soir à 6 heures, la femme pourra accoucher demain en début d'après-midi, c'est-à-dire que l'accouchement, ça peut durer 24 heures. Donc, et après l'accouchement, la matrone dépose l'enfant sur ou sous le ventre de la mère. Elle prend son temps. Et après, un objet contendant doit être chauffé à blanc. Et puis on laisse refroidir avant de procéder à la section rituelle du cordon ombilical. On donne du temps au temps et le fait de donner du temps au temps empêche les matrones, voilà, de faire violence voilà, à l'enfant, à la femme qui vient d'accoucher, à la femme qui accouche. Donc ça dit la logique temporelle, voilà, qui sous-tend les déroulements de l'accouchement à domicile permet aux matrones de prévenir les violences obstétricales. Dans une certaine mesure, les matrones sont des promotrices de l'accouchement sans violence, tel qu'a été conçu par le Boyer. Merci, tout à fait. Ça nous ramène à un point qui a déjà été mentionné, celui du temps. Le temps devient un luxe quand on réfléchit de manière industrielle, de manière systémique comme ça. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de vie à perdre non plus. C'est comme les animaux, pour accoucher, il n'a pas besoin du temps. Voilà, c'est ça. Mais quand on est dans un système géré, c'est difficile. C'est ça. Bon. C'est un milieu, comment ça, le milieu médical est générateur de dystocie et de peur. Ça empêche la femme d'accoucher par elle-même. Si la femme a peur, elle est anxieuse. Au final, ça va déboucher sur la césarienne. Alors la question, ça va être comment, et évidemment plusieurs personnes travaillent là-dessus, comment intégrer
cette autre temporalité et comment intégrer, tu faisais mention de la section rituelle du cordon ombilical. Alors oui, ça peut être un geste médical, hein, il doit être fait dans des conditions d'asepsie, hein, les instruments doivent être désinfectés, mais c'est aussi symbolique, il y a aussi toute une dimension symbolique. Donc comment est-ce qu'on arrive dans le milieu hospitalier médical à évidemment, on va pas prendre à d'autres, on va pas faire de l'appropriation culturelle, on va pas chercher des symboles qui n'ont aucun sens pour les personnes qui vont les prendre, mais est-ce qu'on arrive à faire sens? Est-ce qu'on arrive à réintroduire cette dimension-là? Et parce qu'il est C'est toute une question. il faut multiculturaliser l'accouchement de la maternité moderne si on veut lui redonner sa dimension humaine, voilà, si on veut le réhumaniser. C'est-à-dire, il faut promouvoir l'écologie des pratiques. C'est-à-dire, par exemple, en Haïti, les matrones peuvent travailler au sein des hôpitaux, au sein des maternités. Ouais. Parce que je me souviens de cet homme qui a permis à une femme, voilà, d'échapper à une césarienne. Et puis, il s'est dit, ah voilà, on va te couper. Il dit non, mais c'est à cause de 30 minutes. Après 30 minutes, la femme a pu accoucher par voie basse, grâce à l'intervention du sage-femme traditionnel. Ouais. Merci. Madame Gagnon, on vous écoute. Oui, ben en fait, je voulais apporter deux éléments. Le premier, ça touche principalement, je pense, qu'est-ce que les travaux de Frédéric Levoyer ont apporté pour nous ici au Québec. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup été comme femme, puis après, bon, je suis sage-femme aussi, là, mais ça a été une démarche pour moi d'aller vers cette profession-là. Donc, dans les années 70, 80, je veux dire, c'était parmi les lectures qui nous amenaient à porter un autre regard sur le nouveau-né, sur, bon, moi, comme femme enceinte, à ce moment-là aussi, le yoga prénatal, le massage pour bébé, c'était mes livres de chevet, puis j'ai appris à travers ces livres. Je pense que ce qui passait aussi, c'était de contacter l'humain en nous, l'observation qu'on pouvait avoir chez l'autre. Dans les milieux médicaux, bon, il y a eu des critiques, mais par contre, parce que c'était un médecin, ici, il était critiqué en France, mais ici, c'est un médecin qui amenait ça. C'était un petit peu moins confrontant que si c'était une femme, tout simplement, qui pensait à ces choses-là. Il y a eu cette dimension-là. Puis, ça a comme, je pense, créé une ouverture par rapport à l'humanisation de la naissance, vraiment, dans notre contexte, parce qu'on partait de loin. Puis, ce qui est à la fois, il y a quelqu'un qui en parlait tantôt, tu sais, il y a toujours une espèce de mouvement de balancier aussi dans nos sociétés où il y a quelqu'un qui parlait, c'est André, je pense que comment c'est déconcertant, puis fascinant, pas dans le bon sens du mot, là, mais comment, quand on approche de la naissance, un phénomène vraiment humain, quand on se met à se centrer sur l'humain, comment ça peut avoir une réaction de confrontation, de perte de contrôle, qui amène des réactions virulentes. Vraiment difficile de comprendre ça. On rentre dans une espèce de lutte de pouvoir où, je veux dire, il faut que les choses soient aseptisées, technicisées, et pourtant, malheureusement, je veux dire, la technique est meilleure qu'elle était. Je veux dire, les césariennes qui doivent avoir lieu maintenant se déroulent dans des meilleures conditions. Mais les femmes n'ont pas moins peur. Les peurs ont augmenté. Fait qu'il y a tout ça qui est paradoxal autour de la naissance. Puis, je veux dire, là, je pense qu'on est en train de s'en aller. C'est un phénomène de société, pas juste par rapport à la naissance, mais par rapport à plein d'autres choses, où on est en train il y avait comme une ouverture vers l'humain, on est en train presque de faire un recul en arrière. Bien, c'est fort questionnant. Puis c'est difficile de comprendre pourquoi, comme humain, on ne peut pas se centrer puis suivre notre cœur plutôt que d'être obligé de garder un contrôle avec plein d'artifices qui, au fond, génèrent plus de peur qu'autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Ça amène à d'autres questions, peut-être plus pour les personnes qui sont justement en théologie pratique ou dans l'accompagnement. C'est comment justement la spiritualité peut aider ou peut accompagner des femmes face à cette peur. Quand on donne la vie, on affronte la mort. Encore en 2023-2024, même au Québec, et surtout dans certaines catégories de population qui sont moins bien reçues dans les hôpitaux, qui sont plus discriminées peut-être. Donc comment est-ce qu'on se confronte à cette peur? Est-ce qu'on a des outils pour y faire face? Et puis de nouveau sur la question de la réception, c'est impressionnant, oui, de voir comment il a été
beaucoup mieux reçu. Alors au Québec, et en plus il parlait directement français, ce qui l'a grandement avantagé, mais aussi aux États-Unis, j'ai retrouvé dans des archives comment appeler ça, des brochures internes de facultés de sciences médicales aux États-Unis qui recevaient le docteur Le Boyer, qui donnait des conférences. Donc, il était reçu pour donner des conférences sur ça. Et quand bien même il ne pratiquait plus la médecine, il se faisait toujours appeler, enfin, il est toujours appelé docteur Le Boyer. Il a eu un doctorat, donc il peut bien. Mais c'est vrai que qui parle influence comment on reçoit le discours. Et quand celui qui parle a le titre de médecin, était bien intégré, était reconnu comme un accoucheur très, très fameux, très réputé. Quand il change sa pratique, il commence à questionner les choses, ça remet en cause tout l'édifice de l'autorité médicale. Et c'est peut-être pour ça que la réaction a été aussi violente contre lui. Donc ça fait poser des questions. En fait, moi, comme historienne des religions, je vois les dynamiques du religieux, notamment sur tout ce qui est du croire, du contrôle peut-être, de l'utilisation de symboles. Et en fait, le monde médical, quand bien même il se veut ancré à la science, n'est pas non plus exempt de valeurs, de systèmes, de croire, de hiérarchisation, de priorisation, disons, de choses sur l'autre. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et merci pour votre témoignage de personnes qui étudiaient comme sage-femme à l'époque. C'est aussi précieux de savoir que c'était intégré dans les cursus quand même. Nous voici au terme de cette conférence publique. À notre invitée, la professeure Florence Page-Guignard, nous adressons un très grand merci. Merci également à nos donatrices et à nos donateurs qui soutiennent la chaire dans sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion.